On l'a emprisonné à 4-5 ans de lecture quotidienne, de théâtre, et souvent, il écoute la musique. Ce qui fait, c'est... Et puis, l'un des personnages se pose la question, est-ce que c'est pas une dictature en soi? Du coup, pendant son emprisonnement, il découvre des œuvres. Il découvre Averroès, il découvre Mandacon, il découvre Nechmin, il découvre Nathan de Sage, il découvre plein d'œuvres magistrales. Et sans qu'il le veuille, avec toutes ces résistances, parce que au départ, il se dit, il est impossible, parce qu'il lui a posé une condition, il lui dit, chaque fois que tu lis 20 livres, entre parenthèses, ton emprisonnement sera réduit d'1 mois. Donc, quelque part, petit à petit, il s'est pris au jeu. Mais quand tu lis les mille et nuits, quand tu lis des œuvres belles, quand tu lis la beauté, tu lis le multiple, la différence, etc., inconsciemment, tu vas finir par avoir des brèches où la pensée multiple va trouver chemin. Et bien, il commence petit à petit à raconter son enfance. Son enfance où il se rappelait l'enfance belle, l'enfance des collines, l'enfance des espaces verts, l'enfance de toutes les bêtises, l'enfance de toutes les galopades, etc. Et petit à petit, il a été épuré. Je n'utilise jamais le mot épuré, parce que je ne crois pas à cette histoire d'épuration. Mais je veux dire, quelque part, on lui a simplement fait rappeler qu'il y a une humanité qui n'est pas censée penser toute pareillement. Et c'était ça qu'il a eu à la fin, il faisait de la poésie, etc. Et c'est un peu... et lorsqu'on m'a proposé ensuite cette couverture, on m'en a proposé plusieurs, j'ai trouvé que c'était celle, même si à la fin le titre il n'apparaît pas beaucoup, j'ai trouvé que elle disait grosso modo ce que je voulais dire, l'affranchissement, la libération, mais la libération de soi, la libération pas violente, celle qui va vers l'autre, celle qui se complète, etc. C'est donc les colombes. Oui, c'est un peu ça. La colombe est mythologique. La colombe, son histoire a été métifiée par les religions, par les idéologies, parce que l'ONU aujourd'hui, par exemple, est fondée sur une idéologie, l'humanisme. Donc, on dit que l'idéologie est une consolidation du réel. oui, exactement. Martin. C'est ça ou Après avoir lu votre roman, qui est vraiment magnifique, j'ai trouvé quelques difficultés à le lire, parce que il faut beaucoup de concentration, et c'est un roman que je trouve un peu mythique, légendaire, voire une conte philosophique. La question que je voudrais poser, c'est que quelle est la place de la mythologie dans votre écriture? C'est une très belle question. En même temps, ça me permet de parler de ça, justement. Merci, donc, Martin, pour cette question. La mythologie est le fondement des sociétés, quelque part. Il y a des mythes fondationnels, comme les appelle Martin. Il y a des mythes fondationnels que les idéologies importées essayent d'effacer. Comment des mythes comme les arbres, des mythes comme Vavalhor, etc., aujourd'hui, ils ont été capitalisés dans le monde entier. Dans le monde entier, grâce à des mythes, on fait rentrer des milliards de dollars. Et on fait vivre des sociétés. Le capitalisme a compris que le mythe rapporte. J'ai enseigné quand j'avais une classe de 6e année les civilisations précolombiennes, Inca, Aztèques et Maya, avant Christophe Colomb, d'où l'appellation précolombienne. Et les pays dont les civilisations ont été bâties se nourrissent beaucoup de ça. Et beaucoup des mythes qui sont aux alentours. Des dieux de la récolte, des dieux des saisons, des dieux du soleil, etc., etc. Ils sont nourrissants. Comment nous, des pays par exemple comme le Canada, comme les États-Unis,
dans l'histoire moderne, remonte à quelques siècles. On bâtit une mémoire incroyable qui fait qu'aujourd'hui, l'Américain n'a presque pas envie de visiter le monde. Il reste chez lui. Quand il a des vacances, il va chez lui, un État aux États-Unis. Alors que nous, avec une mémoire ou des mémoires plurimillénaires, qui ont des siècles, des millénaires et des millénaires, on ne les a pas revivifiés, on ne les a pas ressuscités, on n'en fait rien du tout. La première femme historique de l'histoire, c'est-à-dire d'une grande ampleur plus ou moins, c'est la Kahina. La femme, la Kahina, une femme dont on peut bâtir un sentiment d'appartenance puissant, on ne l'utilise pas. Aucune. D'ailleurs, la statue de Khrushchev, elle subit à intervalles réguliers des attaques, des dégradations de toutes sortes. Parce qu'on n'a pas enseigné à nos enfants la mémoire. Qu'est-ce que c'est que la mémoire? Toutes les sociétés du monde se nourrissent essentiellement des mythes. Quand on parle de Jeanne d'Arc, c'est un mythe. Comme l'État d'Israël est fondé sur un mythe. Des mythes, mais qui construisent des fictions. Il y a un livre que j'ai lu récemment qui m'a appris beaucoup de choses. C'est un livre d'un historien israélien qui s'appelle Une brève histoire, Homo sapiens, une brève histoire de l'humanité. Il raconte comment l'être humain s'est distingué de tout le règne animal et végétal en ayant eu accès à la parole, ensuite à la fiction, au pouvoir de fictionner, je le mets entre parenthèses, de fictionner le monde. L'humanité bâtit sur des fictions. Il dit comment, à l'origine des primates avaient une capacité de communauté qui ne dépasse pas les 104, 105, 106 individus, alors qu'aujourd'hui, grâce à des fictions, on en est arrivé à avoir, par exemple, la communauté humaine, 7,5 milliards d'êtres humains. C'est le pouvoir de la fiction. L'État est une fiction. La preuve, par exemple, dans la Coureuse des Vents, j'ai posé cette question. Je n'en suis pas le seul. Hein. Je veux dire, n'importe quel Touareg, il se pose la même question. L'État moderne, l'État-nation, a remis en cause la conception de l'espace des Touaregs. Comment tu peux dire à un Touareg nomade, reste ici, ne bouge jamais, alors que le fondement même de ce mode de vie, c'est le déplacement. Ils sont encerclés par 5 États-nations. Et donc, la conception du territoire de l'État n'a pas la même signification. L'État est une fiction. Les droits de l'homme, la démocratie, toutes les idéologies, c'est des fictions. Et les fictions, ils sont bâtis sur des mythes. Sur des mythes. Le mythe que nous connaissons le plus, c'est le mythe de la terre promise. Shlomo Sand, je pense que tu as lu La Coureuse des Vents. J'ai parlé de Shlomo Sand, un grand historien juif. Il y a plein de vidéos qui circulent sur YouTube sur lui. Et notamment dans un débat avec un sioniste qui lui dit « Moi, je suis israélien, j'ai une seule nationalité, la nationalité israélienne. Toi, tu es sioniste, tu as 2 nationalités, tu vis en France surtout. » Il lui dit « Moi, je suis israélien et je revendique le droit de ne pas être juif. » Pourquoi le musulman a le droit d'être musulman ou non, le chrétien a le droit d'être musulman ou non, alors que moi, je suis que juif. Est-ce que le juif, c'est son gain? Et il développe dans son livre célèbre, qui a été traduit dans beaucoup de langues, il a fait beaucoup de bruit, pour le livre « Pourquoi je ne suis pas juif ». Il dit, contrairement à l'idée reçue comme quoi le judaïsme n'est pas une religion conquérante, il dit qu'à une époque de l'histoire, le judaïsme était une religion conquérante. Et c'est là qu'il a judaïsé des Berbères, qu'il a judaïsé des Éthiopiens, des Beta Israël, des Falachas notamment. Alors que, si on exclut la question de la Palestine, s'il n'y avait pas la question de la Palestine, le juif algérien se serait senti 1000 fois mieux chez lui en Algérie, où il a vécu depuis des millénaires, qu'en Israël. Mais la question explosive enfin il y a un tas de choses, on connaît le code Crémieux, un tas de choses a fait que
parle aujourd'hui des Juifs qui ont eu un grand rapport à la musique, aux arts, à tout, en Algérie par exemple, enfin, de l'Afrique du Nord. Ils ont eu leur part dans la mémoire. Et en tout cas, je reviens à la Terre Promise, il est bâti sur un mythe. Nous, des mythes, on en a à chaque coin de rue. Il y a eu, j'ai entendu quelque part une fois, je l'ai lu quelque part, qu'il paraît que possiblement, etc., c'est à prendre avec des pincettes, que celle-là est la déesse de l'eau. Moi, j'ai trouvé ça fantastique. J'ai appelé la fontaine, j'ai dit, il paraît que c'est la déesse de l'eau. Le mythe de Zegler, on le connaît tous, la grotte. On nous raconte toujours, nos mamans, nos grands-mères, on nous raconte toujours comment le rapport qu'a le berbère avec le pain Zegler. D'ailleurs, c'est un mot intraduisible. On ne peut pas le traduire. Le traduire, c'est le trahir. Zegler, en vérité, ne veut pas dire la houlaie, ne veut pas dire le pain, ne veut pas dire la galette, c'est un terme qui nous est propre. Mais dans notre imaginaire, regarde comment l'imaginaire fonctionne, lorsque je dis Zegler, tout le monde ici imagine quelque chose. Et nous sommes dans la même imagination. C'est-à-dire qu'il y a une mémoire qui nous est propre. Et Zegler, moi je l'ai appelée la déesse du pain. Je l'ai appelée la déesse du pain. Parce que l'une, par exemple, des images que nous retenons le plus du film L'Opium et le Bâton, parce que c'est Mouloud Maamri. Moi j'ai fait mon deuil en France sur l'œuvre romanesque de Maamri. Le film L'Opium et le Bâton, Mouloud Maamri a dit c'est un film western qu'ils ont fait de mon œuvre. En 52, il l'a publié, en 52, c'était une œuvre magistrale qui a posé une grande polémique à l'époque, on l'a appelée colline du reniement, colline des consciences anachroniques, etc. En 52, on l'a traité de traître, etc. Mais c'était l'une des premières œuvres nationalistes du pays. Et il a essayé, dans la colline oubliée, de ressusciter beaucoup de mythes, notamment Zegler. Et Zegler, je l'ai repris. Je reviens à l'image que nous retenons de l'Opium et le Bâton, l'une des images, en tout cas, les plus puissantes du film, c'est l'image du garçon lorsque le harki lui donne le pain et lui dit mange-le. Il pose un baiser doux sur le pain et il le dépose sur une pierre pour les bêtes. Parce que le rapport du berbère avec Zegler est sacré, sacro-saint presque. Zegler, donc j'ai essayé de le travailler comme un mythe. Parce qu'après tout, les nations se distinguent aussi par leurs mythes, par leur travail des mythes. Il y a des mythes qu'on doit ressusciter. J'ai un projet d'un roman sur la mer, où je cherche beaucoup sur les mythes autour de la Méditerranée, pour dire que nous sommes aussi des Méditerranéens. L'apport du mythe, elle traverse le roman du début à la fin. Il commence par un mythe. Le mythe de la dent, quand on la perd, on la jette du côté du soleil pour qu'elle repousse. Le mythe de la fontaine qui oblige, c'est la fontaine le lieu premier qui oblige une population à s'installer dans un endroit, dans une géographie. C'est là. Et puis à la fin, Daya qui arrive avec aussi ses mythes. Et c'est là qu'il développe, je reprends le mythe de la grotte d'Aucas, dans laquelle on a des images évocatrices de personnages, de personnes, etc. Normalement, on nous racontait toujours qu'il y avait une femme dont l'enfant, le bébé, a fait ses selles, et donc il a essayé de le nettoyer avec une mais un 1000 trous, on va dire, pour faire court. Et c'est là qu'ils ont été statifiés, réduits à leur état de pierre. C'est un mythe extraordinaire. Et l'effacement des cultures commence par l'effacement des mythes. Oui. J'ai une autre question, Younes. Donc pour toi, quelle est la forme de l'extrémisme la plus dangereuse
qu'il y en a plusieurs formes de l'extrémisme. Il y a l'extrémisme religieux, je ne vais pas parler d'extrémisme islamique, religieux en général, parce que toutes les religions ont commis des génocides, il n'y a pas que l'islam. Et surtout, on parle plutôt des pays musulmans, mais pour moi, les musulmans, ils sont au niveau mondial, ils n'existent pas. On parle beaucoup de l'islam, mais ceux qui détiennent le pouvoir dans le monde, c'est ceux qui détiennent le savoir. Et le savoir, il n'est pas dans les pays musulmans, il n'existe pas. Donc ils sont, de toute façon, ce qu'on dit, c'est ceux qui ont le savoir, c'est ceux qui détiennent le pouvoir. De toute façon, l'Arabie Saoudite n'existe pas sans Et contrairement à beaucoup de pays, l'Arabie Saoudite, elle est en train de tenter des choses pour s'en sortir. Voilà. C'est ça le justement parce qu'ils sont paradoxe. Ils sont de danger, parce que le pétrole va se terminer bientôt. Et les États-Unis, justement, ils se tournent vers d'autres pays comme l'Afrique du Nord, parce qu'il y a plusieurs richesses. Et l'Arabie Saoudite tente de sauver sa peau, bien sûr, avec des milliards de dollars, justement. Mais on en parle beaucoup du danger de l'extrémisme islamiste. Exactement. Mais à mon avis, ce n'est pas le plus dangereux. Oui, tu as tout à fait raison. Tu as tout à fait raison dans la mesure où, aujourd'hui, il y a beaucoup de populisme et d'extrémisme qui s'installent dans le monde. L'islam, par exemple, en un sens ancestral, disparaît au détriment de l'islam politique. Le christianisme catholique, traditionnel, protestant traditionnel, orthodoxe traditionnel, disparaît au détriment de l'évangélisme. L'évangélisme de bien des pays dans le monde, et notamment en Algérie, dans toute l'Afrique, etc., est en train de remettre en cause beaucoup de choses. Et pareillement avec ce qui se passe en Israël, c'est-à-dire on avait hier des intellectuels des deux côtés du bord qui avaient comme projet la possibilité de deux États voisins, mais aujourd'hui on a de plus en plus de fanatiques des deux côtés. Et la relation que j'avais décrite dans La Course des Vents, qui existait entre un poète immense comme Mahmoud Darwish et un grand historien comme Shlomo Sand, parce que Shlomo Sand en 1967, la guerre des 3 jours, était obligé par l'armée israélienne, parce qu'il était soldat alors, de tirer sur des amis, parfois arabes, de l'autre côté, pour faire court. Il était tellement écœuré qu'il est allé voir son ami Mahmoud Darwish à l'époque, qui était militant dans le Parti communiste d'Israël. Il lui dit, je n'en peux plus, je vais partir, je suis écœuré, je suis devenu un tueur. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait Mahmoud Darwish? Il a écrit un poème qui s'appelle Le soldat qui rêvait de lys blanc, en hommage à ce soldat. C'est-à-dire, il y a cette possibilité. Aujourd'hui, il n'y a même pas cette possibilité, de plus en plus. Parce que les fanatismes, ils sont bâtis sur des systèmes d'exclusion réciproque. Ils sont bâtis sur la vérité, intransigeante, indiscutable. Et pour revenir à ta question, c'est pas les plus dangereux. Je n'en suis pas un connaisseur, mais je vais étaler sur un grand historien, Jack Le Goff, un grand historien spécialiste du Moyen-Âge, médiéviste. Il a plusieurs livres. Par exemple, il te dit un livre d'imaginaire au Moyen-Âge, le corps au Moyen-Âge, les relations commerciales au Moyen-Âge. Et qu'est-ce qu'il raconte, grosso modo? À une époque du Moyen-Âge, le sport a disparu. Il restait un seul sport, celui que nous voyons souvent à la télé avec des pics comme ça, et il se battait avec des cheveux. Le sport a disparu. Pourquoi? Parce qu'on croyait que le corps n'existait pas, c'était l'âme qui existait. On ne croyait pas aux médecins, on croyait plutôt aux guérisseurs sorciers, aux guérisseurs, enfin on était superstitieux. Par exemple, il y a un pape qui a été sanctifié, il a été sanctifié, ça veut dire qu'il est devenu saint. Pourquoi? Parce qu'il a sauvé une ville, je pense Paris, si je me souviens bien, du dragon à 7 têtes. Si on pose aujourd'hui la question à quelqu'un, il va éclater de rire. Pourtant, il est saint jusqu'à aujourd'hui, le pape en question. Il raconte comment fonctionne le Moyen-Âge en termes de pensée. Et ce Moyen-Âge, nous le retrouvons aujourd'hui dans bien des pays. C'est-à-dire, on n'avait pas d'hôpitaux de la Ruqya. Maintenant, on croit que la Ruqya guérit.
J'ai envie de raconter une petite anecdote, juste pour détendre un petit peu l'atmosphère. On m'a raconté l'histoire d'un imam qui disait toujours, soignez-vous avec le pipi du chameau et de la chamelle, je ne sais pas, Boulbaïr. Et puis il est tombé malade, gravement malade, et on l'a photographié dans une chambre ultra sophistiquée d'un hôpital. Et là, les commentaires fusaient de tous côtés, et ben dis donc, il est où Boulbaïr à la fin? C'est-à-dire pour dire, quand on se permet de réduire la pensée à ce point, et que le médecin n'a plus sa place de véritable guérisseur, au détriment de... C'est des marchands. Le capitalisme, aujourd'hui, se nourrit uniquement, je veux dire grandement, de l'extrémisme. Tu veux un Burkini? Ok. On va en faire un moyen de tous les gains possibles. Tu veux? Ça va ensemble. Et le danger, justement, par rapport, quand je parlais du Moyen-Âge, c'est qu'on s'attaque à la pensée. La pensée doit être tout le temps autonome. La pensée doit être tout le temps autonome. Qu'est-ce que ça veut dire? Et autonome, non pas seulement de la religion, de toutes les idéologies, y compris du capitalisme. Si je prends l'exemple, par exemple, de l'affaire Katrina, qui a détruit des espaces énormes, on a chiffré, soi-disant, à quelque chose de 20 milliards de dollars les pertes, des espèces disparues, etc. On a produit des œuvres d'universitaires, de chercheurs, qui disent que les dégâts n'étaient pas si importants. C'est-à-dire, le capital a payé le chercheur. Il y a un ami aux États-Unis qui m'a fait part d'une chaire de recherche dans une grande université américaine qui a fermé. Une proposition arrive pour l'ouvrir, mais vous enseignez le miracle coranique. C'est-à-dire la perte d'autonomie de plus en plus par rapport à certaines idéologies, par rapport à certaines idées. Ce qui arrive aujourd'hui dans nos universités, dans nos écoles, lorsqu'on commence son école avec, on commence la journée, dès que l'enseignant arrive, il écrit Bismillahirrahmanirrahim. Est-ce qu'on est dans la pédagogie? Pourquoi, lorsque les mêmes de chez nous partent en Occident, la question ne se pose plus pour eux? En vérité, ils veulent la charia pour les autres. La laïcité, ils la veulent pour eux. Ils la veulent pour eux. Et lorsqu'ils partent en Occident, ils vont se citoyeniser entre parenthèses. Ils vont être forcés de respecter l'idée de l'autre. Donc, c'est une question quand même compliquée. C'est vrai, mais ici, par exemple, on peut écrire Bismillah justement au tableau, ça passe, il n'y a pas de souci. Et l'Algérie n'a rien du tout par rapport au monde. C'est pas elle qui commande, c'est rien du tout. Les musulmans, pareil. Parce qu'on écrit Bismillah en France, aux États-Unis, ça passe pas. On parle de ça justement. Et c'est eux qui détiennent le savoir, le pouvoir du monde entier. Ici, par exemple, ceux qui menacent ces rencontres-là, ce n'est pas les islamistes. Il y a des islamistes, bien sûr, en partie, mais surtout le pouvoir algérien, la pensée unique. Pourquoi? Parce qu'il a peur du savoir. Il ne veut pas que les Algériens s'ouvrent sur le monde extérieur. C'est ça ce qui fait peur. Parce que les islamistes, ok, ils peuvent faire n'importe quoi, mais devant un scientifique, avec des preuves, avec tout ça, ça passe pas. Ce qui fait peur. C'est exactement la conjonction de tout ça. Parce que qu'est-ce qui se passe par exemple en Algérie? Je ne suis pas un sociologue pour m'étaler là-dessus, mais on monopolise, c'est-à-dire on en est arrivé à un point tel que l'État dit je te donne l'organisation caritative, je te donne la capacité je te donne la moralité publique. C'est toi qui vas me moraliser l'espace public. Et moi, je m'occupe des deniers publics, c'est-à-dire une oligarchie, une morale bigote, et tu as des peuples ou un peuple qui sont pris en tenaille entre les deux.
Oui, la parole citoyenne, la liberté d'expression dérange et les uns et les autres. Ça arrange bien du monde, ça arrange jusqu'à l'Occident. Jusqu'à l'Occident, parce que imagine que l'Afrique puisse s'autonomiser. Ça remet en cause bien des choses. Nous ne serions plus la déchetterie publique de l'Occident, nous ne serions plus le marché gratuit de l'Occident, nous ne serions plus un tas de choses. Donc, ces inégalités, ça arrange le capitalisme, il se nourrit d'inégalités. L'inégalité est le fondement même du capitalisme sauvage au monde. On ne peut pas dire une chose erronée. Donc, effectivement, c'est un peu ça. Voilà. Donc, si vous voulez, puisqu'il fait excessivement chaud, puis ça a une séance de vente dédicace, donc si vous voulez, on termine sur une note d'espoir que sera peut-être développée par notre ami Lounes. Donc, une note d'espoir relative à la théorie au fondement et les principes de la théorie du vivre ensemble et sa possibilité éventuellement. Ça a une question. أزول في الأول أزول في الناس تنمرتي كنت سبايت كان يمسك هايدنا إيه شاف هايدنا شو تسميستم كي تولد أنا كان تمطوط في la place de la femme dans notre société. Est-ce qu'il est notre pouvoir à l'aider à prendre conscience de la situation et à lui donner la place qui lui revient de droit dans notre société. En bas, puisque ça va être la familiesse, la poésie, le village politique, j'aimerais bien être un citoyen de ce village. Mais c'est de l'idée, hein? Mais les citoyens de ce village ne détiennent pas la vérité, non? Non, pas de vérité. كيف هذه اللي ضم الصداق ما طيب ما يلا يزمر الحالة أديري كان pourquoi pas espérons bien تثبت عندنا تثبت سيرة اليوم سير سنة مرة ذا ودي وين تثبت الميكس فراولا مقريت القيمة مضبوط هذا اللي كان تتولى إذا سكاسك التفسوت الفسور اللي تنتور الليل يدستو العمر يتفوت تشوفو سنة تعدين يدس غاس ما يخص القوت حياس الصوت سحنين سلقيما ومن الحوث هكا يتولي ثم الطوث كنبغون هنا توالي ولا تنكين ذي الطيش يذوان ثيمور الكلي أمو بحريتي رثيسنا حوايج مولا شي تورن التيلي وقيل ليلة قورس الحيج ويذ يبغان ثيل اللي ويتسيغو من وريت في الجيج وين الرئيس ذا ويجز في الاسور يتالي ولا تنكين يتسافث نتساث يكسف تنطلع ميت السبان خسيت الشمات الزينيتي النحشام ولا ذكس نكيت وذارث ما نحجبيت يد الحرام دلعي بس نستشكارت ولا مات ولا ليت مغارت يسمى تسافي نور وخام دلعي بس نستشكارت ولا مات ولا ليت مغارت يسمى تسافي شبح وخام. Je réponds à la question d'abord. Oui. Ok, vas-y. دونك الزوج الاول لازم نوع يوسف طبعا سيدي معاد باش نخدم كافي ليتراري وبحث عن مود الكافي ليتراري في ديس ولا ماشي تقريبا تحب في المرة اللي فاتت. كل سكاسي تروح على كاسيون جديد بس donc c'est avec joie contre joie bien sûr qu'on va écouter quand même déposer une question. Il y a
fameux conte de trois amours, qui sera aussi bien le premier livre que le deuxième livre, mais comme toute vérité évolue. Est-ce que le conte des trois amours n'a pas évolué? Puisqu'à ma connaissance, il y a un dramaturge qui a écrit une pièce de théâtre qu'il a appelée Les Quatre Amours. Si tu peux nous parler du quatrième amour. Je vais répondre d'abord à la question. La question sur la femme. Au XIIe siècle déjà, Averroès l'avait dit. Averroès avait été classé par pas mal d'historiens spécialistes comme déjà un féministe du XIIe siècle, en disant que le malheur des musulmans, entre parenthèses, leur vient essentiellement parce qu'ils essayent la civilisation avec une seule main et non pas avec deux mains, c'est-à-dire avec 50% de leur énergie et non pas avec les 100%. Et ça persiste jusqu'à aujourd'hui. Mais il y a une autre chose. Nous sommes des sociétés ultra-patriarcales. Le patriarche a conçu, si tu veux, notre façon de percevoir l'altérité qui nous lie à la femme, parce que c'est une altérité, c'est une autre. La femme vis-à-vis de l'homme et vice-versa. Et tant que nous n'avons pas libéré la femme pour qu'elle occupe l'espace public, vous savez, je vis au Canada, il y a des cafés, notre communauté, exclusivement masculins. On reproduit les mêmes stéréotypes partout où nous allons. Nous sommes dans un monde qui apporte chaque jour son lot de changements. C'est-à-dire il y a une mondialisation, ne serait-ce que virtuelle, qui exporte un petit peu de droit. Et parmi ces choses positives qu'elle exporte, elle nous fait comprendre que la femme a énormément de choses à nous apporter. En même temps, il y a des choses que nous pouvons exploiter pour ça, notamment comment ça se fait que nous ayons été gouvernés par le Kahina à une époque et que nous en soyons rendus aujourd'hui à ça. C'est-à-dire, la femme est un être inférieur, est un être incomplet, est un être incapable d'autonomie. Il y a des pays dans le monde, officiellement, une première ministre, je ne me rappelle pas, est-ce que c'est la première ministre du Pakistan, elle ne peut pas sortir du pays sans qu'il soit accompagné par son mari. Première ministre. Donc, nous avons énormément de travail à faire là-dessus, mais c'est grâce à des discussions comme ça, à des échanges comme ça, que nous grandissons. Ça ne se fait pas en une journée, ni en 10 ans. Ça se fait en des siècles, peut-être. Lorsqu'on parle des Lumières, les Lumières n'ont pas libéré la femme. La femme a eu le droit de voter au Canada dans les années, si je me souviens bien, 50, 60. Il y a une pancarte au Parlement du Canada, il y a une statue, une stèle. Je ne me rappelle pas depuis quand la femme est considérée comme une personne à part entière. Donc le monde évolue sur ce terrain partout. Et nous, on doit déconstruire aussi les mécanismes du patriarche, qui fait que ça nous arrange tous que lorsqu'on arrive à la maison à minuit, notre sœur et notre maman aient eu la pensée de nous mettre la meilleure part de côté. Mais je dis aussi, je l'écris, les femmes aussi doivent comprendre. Si les femmes attendent que nous, les hommes, les libérons, c'est qu'ils ne comprennent rien à l'homme. Ça nous arrange. C'est aux femmes de descendre dans l'homme. De dire, voilà la place qui doit être. J'arrive, tout est préparé, etc. Et nous avons aussi des efforts de notre côté. On a beau dire que nous sommes des épanouis, nous sommes ceci, nous sommes cela. Dans le monde entier, une société comme la France, 80% des tâches ménagères sont faites par les femmes. Une société qui évolue, soi-disant, qui a acquis pas mal de droits. Mais on est encore dans le patriarche.
Pour revenir à la question du poète et cousin Mohamed, je n'ai pas lu le quatrième anneau. Je n'ai pas lu le quatrième anneau. Par contre, j'ai cité dans La coureuse des vents un livre qui a développé justement une pièce de théâtre qui a bâti sur Nathan le Sage. C'est genre une suite à Nathan le Sage, oui. Je vais répondre à ma façon sans que j'aie connaissance de cette œuvre. Oui, l'humanité évolue. L'humanité évolue en permanence et heureusement. On était dans la race. La race a justifié l'expansion coloniale, il a justifié le nazisme, il a justifié la traite négrière, il a justifié toutes les exactions, l'extermination des autochtones amérindiens, etc., etc. Le concept de la race. Le concept de l'eugénisme aussi, c'est-à-dire du genre, la théorie de Lombroso, génétiquement criminel, génétiquement incapable de civilisation, etc., etc. Et la chose qu'a composé les Lumières, c'est la tolérance. La tolérance est un acquis de la modernité. Et Nathan le Sage a poussé encore plus loin la tolérance. Il a posé peut-être les premières briques de l'altérité. Et tant mieux s'il y a un quatrième anneau, maintenant, pour élargir l'allégorie. On en est, si je puis m'exprimer ainsi, dans des milliers, des milliards d'anneaux aujourd'hui, parce que on comprend de mieux en mieux que même l'État-nation n'est pas capable de contenir nos différences. Que même l'État-nation est une forme de violence. L'État, déjà en lui-même, selon Max Weber, c'est celui qui a le monopole de la violence légitime. Malheureusement, il y a les États dictatoriaux, ils ont seulement le monopole de la violence, tout court. Et, oui, allez-y. Je peux rapporter un peu plus. Parce que dans le triomphe de trois anneaux, on est prisonnier des droits religieux. Donc ce dramaturge, il introduit ce quatrième anneau en parlant de l'athéisme. Donc pour lui, l'athéisme reste un quatrième anneau qui est aussi valable que les autres. Okay. Je vais maintenant m'étaler un petit peu parce que, justement, l'allégorie, comment on appelle l'allégorie de la grâce de Platon? Okay. Justement, Michel Serres, c'est un grand philosophe français qui a écrit le contrat naturel. Le contrat naturel pour dépasser le contrat social. C'est-à-dire, il dit, l'idée du contrat entre les humains est dépassée. Il est dépassé. Il faut maintenant que nous ayons un contrat avec la nature. Sinon, nous disparaîtrions. Il faut dépasser le contrat du genre contrat social pour aller vers un contrat avec l'arbre, avec la fourmi, avec toutes les espèces. C'est seulement avec ce contrat naturel que la Terre peut continuer à exister et à être l'espace de l'harmonie, etc. Même chose qu'il a critiqué notamment, pour rebondir sur le quatrième anneau, il a critiqué Platon. Platon qui raconte l'allégorie de la grotte. Il dit, je vais raconter l'allégorie. Il dit, imagine, c'est Aristote qui le dit, il a écrit dans La République. Il dit, imagine, des êtres humains tout juste venus au monde, on les enferme dans une grotte et ils y restent pour toujours. Ils n'ont pas la possibilité de se lever, ni d'écouter quelqu'un parler. Ils ont juste un seul paysage. Il y a des gens qui passent derrière eux avec des cartons en forme d'êtres humains, en forme de chevaux, en forme, etc. Et derrière eux, il y a le feu. Et le feu, lorsque par exemple tu passes avec un carton dont la forme est un cheval, ceux qui sont emprisonnés, assis, attachés, ils vont voir juste l'ombre devant eux, l'autre paroi.
Ils vont voir des chevaux qui passent, ils vont voir des choses qui passent. Mais ils n'ont jamais découvert le langage, ils n'ont jamais découvert quoi que ce soit. Ils sont enchaînés. On leur donne à manger là, mais on leur donne à manger à leur insu aussi. Hein. Et là, un jour, qu'est-ce qui va se passer avec ces gens? Ils vont développer un langage qui leur est propre. Comment ils vont appeler le cheval? Ils ne vont pas l'appeler le cheval, ils vont probablement l'appeler avec quelque chose. Puis Aristote, il dit, imagine maintenant qu'ils sont devenus adultes, qu'un jour, quelqu'un vient de l'extérieur et prend l'un d'entre eux, et lui fait découvrir le monde réel. Il dit, lorsque le bonhomme est sorti de la grotte, il va découvrir tout d'abord, il va découvrir une lumière qui va l'aveugler, parce qu'il était, il était habitué à une certaine lumière. Et là, le bonhomme qui l'a sorti, il va lui expliquer que ça s'appelle le soleil, que ça s'appelle ceci, que ça s'appelle cela. Et petit à petit, il va découvrir le langage, il va apprendre à parler comme les êtres humains, il va découvrir que le monde ne s'arrête pas à la grotte. Et puis après quelque temps, Aristote, il dit, maintenant, après qu'il ait découvert tout ce monde, on va le ramener, on va le retourner dans la grotte. Et dans la grotte, un jour, et déjà, les gens qui étaient restés dans la grotte, ils vont dire, mais il est malade, qu'est-ce qui lui a pris d'aller vers l'extérieur? Déjà, quand il rentre dans la grotte, il a du mal à s'habituer à la lumière de la grotte. Et donc, ils vont être confirmés dans leur certitude. Les gens attachés vont se dire, t'as vu, avec leur propre langage bien entendu, t'as vu, il est allé à l'extérieur, donc c'est une chose qu'il n'aurait pas dû, d'ailleurs, il ne voit plus comme avant. Et puis, passe le temps, ils vont jouer un jeu qu'il jouait depuis lorsqu'il était parmi eux. Il va être battu à plat de couture, c'est-à-dire il va perdre. Ils vont éclater de rire de lui, en se disant, mon Dieu, qu'est-ce qui lui a pris? Il est allé plus loin dans le monde inconnu. Et là, il a oublié jusqu'à la manière de jouer. Ils vont éclater de rire. Mais Aristote, par le billet de Platon dans la République, il dit, il s'en faut de leur rire. Ce qu'il a découvert se passe de toutes les victoires, parce qu'eux, ils ont triomphé, ils ont cru qu'ils ont gagné quelque chose. Et Michel Serres, Platon, il développe l'idée de la vérité. Lorsque l'être humain, là en question, est allé découvrir le soleil, il découvre l'idée de la vérité. Le soleil, c'est la vérité. Le monde intelligent. Mais Michel Serres, il critique ça. Il dit maintenant, imagine, parce que Platon, il a supposé qu'il y a une vérité. Le soleil. Michel Serres, il dit, imagine maintenant qu'à la place du soleil, il leur fait découvrir une grotte pleine de diamants, avec 1001 soleils de toutes les couleurs. Ça veut dire, c'est comme la possibilité non seulement d'une seule vérité, mais de 1001 autres vérités. Donc, c'est un peu dans ce que tu dis. Effectivement, on a critiqué Michel Serres. Michel Serres, c'est ce qu'il sous-entend par rapport à l'histoire de la grotte de Platon. Il dit, il n'existe pas une seule vérité, il existe des milliards peut-être de vérités, parmi lesquelles celle de l'agnostique, celle de l'athée, celle de l'incroyant, celle de l'irreligieux, l'areligieux, le bouddhiste, l'animiste, le polythéiste, le paganiste, etc. etc. Je vais dire. Je vais poser la question. C'est un petit peu sur le même sujet, vous avez touché. Moi, je reviens à votre œuvre en rapport avec. Ah oui, alors Merci. Déjà, ton récit, il est aussi passionnant que passionné dans cette thématique.
On va laisser enfin donc avec l'expression comme droit fondamental de cette tribune nous permet. ضروري مع الجنوب ولا كيفيش الفلوس il ne faut pas les oublier. Au nom de la liberté d'expression, à chaque fois, il faut les évoquer, il faut dénoncer à une population. Je vous donne, c'est quelque chose qu'il faut. D'ailleurs, à chaque fois qu'on l'occasion de s'exprimer, il faut sensibiliser justement au nom de cette liberté d'expression. كل يوم يغلطوا ولا ما يتعجبوا parce que moi il ne porte pas atteinte immédiate. Donc je profite de l'occasion pour demander à tout le monde de se rappeler que ces gens-là, s'ils sont là, même machine ça sera nous. Donc ça dit السلاف يشدي الحال فالناس بعيدين من بغينا عندنا تاعك قريب. Donc tu imagines, elle aurait été encore beaucoup plus belle si elle était racontée Stahid. Après sur la Tislada, même si les autres aussi sont sérieuses, la critique de la ville, elle s'articule notamment autour du vivre ensemble. qui بغير لو كان يوصلوا من النور chaque fois يبداو اللمبه تشعل انسيتني برنامج. C'est vrai que c'est une œuvre philosophique, il interpelle au-delà de là où passe d'ailleurs, mais justement, parce que je sais pas, c'est une question universelle, et justement, est-ce que l'état actuel des choses nous permet de vivre ensemble? Mais comme je l'ai dit à l'expérience, je vais essayer de les watcher parce que c'est l'accueil, par exemple, la mythologie. Les gens ils vivent, les jeunesse, ils vivent, ils exploitent ça, c'est devenu une ressource économique énorme. Donc, lui, on l'a enterré. Ce n'est pas les enfants qui vivent cette mythologie qui l'enterre. Donc, l'écho vient d'ailleurs. Par exemple, le Fkaïna. Le texte qui lit notre histoire, il est luminaire, c'est la première femme qui est un peu. Qui a utilisé le Haja, d'ailleurs c'est pour ça que vous avez posé la question, il dit on n'enseigne pas à nos enfants l'histoire de ce qu'on dit. Parce que en utilisant le on de dedans, c'est aussi une amie, comme toi, on nous pousse, on fait partie de cette. On fait partie de cette dérive. Est-ce qu'on a le pouvoir de faire partie de cette dérive? Dans le truc de la convention, de la littérature, mais c'est juste une anecdote assumée. Je pense que la dimension ne peut pas exister. Nous, on peut dire qu'il faut voir la pièce de théâtre. La pièce de théâtre, elle parle d'état public, de l'angle, la pièce de la pièce de théâtre, la pièce de la mec, à l'Union, au XXe siècle, l'Afrique du Nord, la France, découvrir la terre de jeunesse. Donc, est-ce qu'il ne faut pas plutôt dire que quelque part, il y a une étape qui se fait, une chape de plomb qui se pose sur nous? Est-ce que, sans enlever cette chape de plomb, le vivre ensemble est possible? On vit, on peut par exemple, la قادر هي قادر عايش يمكن واحد يمشيها يجرب يخدم يشد ديالك مي ما تحققيه داك 10 باق من الحمار داك تكياس المزوار ما شنو ديالك ما شنو فيه. Est-ce que justement il ne faut pas qu'il y ait parce que la vivre ensemble c'est universel, c'est philosophique, c'est beau, mais est-ce que on peut vivre ensemble? On peut prétendre à l'expression. J'estime que parler en kabyle ou en français ou en arabe est un outil de communication. Et je fais très attention au concept
et j'essaie de partager avec les miens ces concepts. Donc c'est beaucoup plus d'un point de vue pour faire parvenir certains concepts et les partager avec un maximum de gens. C'est-à-dire il y a des choses d'altérité, il y a des choses de vivre ensemble, des choses de, enfin, bien au moins, mon point de vue. J'ai aucun complexe à parler en kabyle, mais en français. Mais il est vrai que c'est un peu une habitude. Dari, à travers une vidéo, j'ai des collègues au Canada qui me suivent, j'ai des amis en France qui me suivent, donc j'ai beaucoup d'arabophones qui me suivent, c'est-à-dire qui écoutent les vidéos, etc. Et donc, ce n'est que dans ce souci plus ou moins intellectuel. Je ne sais pas que j'étais convaincu avec ce bon président. L'autre question, c'était Vivre ensemble. Possible de vivre ensemble. Oui, le vivre ensemble. Michel Serres, je ne connais pas de révolution qui a changé le monde qui n'ait été suivi par une utopie. Tout changement, il commence par l'idéal, par l'utopie. L'utopie, c'est l'humus, c'est le terreau de la société citoyenne. L'islam dit comment respecter la différence, comment accepter son idée, comment débattre sans être violent, comment, etc. etc. Tu sèmes l'utopie. Aujourd'hui, quand tu poses la question, le paradoxe de bien des pays musulmans, j'ai entendu ça sur la chaîne Jazeera. Un sondage, un autre sondage pareil, rêve de partir en Occident. Pourquoi? Parce qu'ils considèrent que cet Occident, bon, le bon, il est explicable psychologiquement, etc. Donc on veut gagner aussi bien la terre que le paradis. Mais l'autre 90%, parce qu'ils considèrent qu'il y a des sociétés plus ou moins capables de contenir la différence, la multiplicité, dans lesquelles ils peuvent vivre, ils peuvent dire des choses, ils peuvent s'exprimer sans encourir le risque d'aller en prison, d'être battus publiquement, etc. Donc, on peut considérer, par rapport aux moyens qui nous sont donnés, que avoir une société égalitariste comme le Danemark est un rêve qu'on peut commencer à ensemencer. Est-ce que l'idéal c'est le Danemark? Non, il y a mieux. Au Danemark, il y a du racisme, mais chaque chose est perfectible. Donc, le vivre ensemble est d'abord une idée. C'est une idée. C'est une idée, le débat construit le vivre ensemble. Il amène la personne à se remettre en cause. Il confronte les vérités. Et les vérités qui se confrontent, ça veut dire qu'on marche vers quelque chose. Lorsqu'on parle des Lumières, les Lumières, c'est beaucoup plus quelque chose qui a été idéalisé. Mais au fond, c'était des individus qui osaient parler publiquement. C'était des individus qui avaient pris la parole publiquement. Mais ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, les sociétés occidentales sont plus... Les gens, les citoyens sont bons. Mais il y avait cette idée. Aujourd'hui, voir au Canada deux êtres humains qui se bagarrent à coups de poing, ça n'existe plus. À recourir à la violence physique, ça veut dire perdre le droit de son côté, même si tu as raison. Ils ont atteint au moins ça. Ils n'étaient pas toujours comme ça. Ils ont construit ça pendant des siècles. Ça veut dire le vivre ensemble. Regarde, dans une entreprise, lorsque tu es sujet à conflit, tu es à l'origine du conflit, eh bien, tu as beaucoup de chances pour perdre ton emploi. Tu es incapable de gérer des conflits. Ça veut dire tu n'es pas en symbiose dans ton espace, dans les efforts confluent vers la but commun, par exemple, pour l'entreprise. Ils ont commencé comme ça. C'est un idéal.
Moi, je soutiens l'abolition des frontières. Je soutiens l'idée que je défends, bec et ongle, de l'altérité. C'est-à-dire, je soutiens qu'il est possible, d'autant plus que je peux me considérer comme un voyageur. Le voyage m'a forgé un peu. Le voyage, Carlo Goldini disait, le fondateur du théâtre moderne italien, qui n'a pas quitté son pays est plein de préjugés. Je vais essayer de diviser ma réponse en plusieurs facteurs pour essayer de répondre le plus honnêtement possible. J'enseigne au Canada, j'habite au Québec, j'enseigne en Ontario, je suis algérien, je suis berbère, je suis africain. Je t'ai cité déjà 5 ou 7 identités. Kabyle, je suis d'Aucas, etc., etc. Je suis le fils d'eux, etc. Tout ça, c'est des identités. Et lorsque j'explique à mes élèves c'est quoi l'identité, tu peux voir l'émission de Télé-Québec, lorsque je parle justement de ça. Je dis, c'est le discours que j'ai tenu dans la Cour des Fonds, dans la République de la Bible, dans tous mes écrits. Je crois en une possibilité démocratique, plurielle, laïque, non seulement pour l'Algérie, mais pour toute l'Afrique. L'État, je pense que je vis au Canada dans un État fédéral. Je vis dans un État fédéral qui est composé de 10 provinces et de 3 territoires. 3 territoires. C'est le cas des États-Unis avec plus de 52 États. Voilà. L'Américain américanisé est à la rescousse. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire, la fédération est une idée qui a de tout temps été défendue par beaucoup de monde, notamment pendant la guerre de libération, c'est-à-dire le système des wilayas. Le Québec, par exemple, a une loi qu'on appelle la loi 101. C'est une loi qui stipule que la langue française est la seule langue du Québec. Pourquoi ils ont fait ça? C'est par peur de se dissoudre dans l'océan qui l'entoure, l'océan anglophone. Un Canada majoritairement anglophone, ils subissent les francophones du Canada. Parfois, tu vas dans un commissariat, soi-disant dans une province bilingue, tu vas attendre 1 heure, 2 heures pour avoir un service en français. Donc, d'où d'ailleurs la question identitaire très puissante au Québec. Au Québec, par contre, ils ont l'autonomie de l'éducation, la liberté de leur système éducatif. Ils ont l'autonomie sur la santé, ils ont l'autonomie sur... Je te dirais simplement, je suis pour une région autonome. Je pense que l'idée de l'État, l'idée indépendantiste est légitime, personne ne peut le dénier à quelqu'un d'autre. L'idée de l'indépendance n'est ni archaïque, ni quoi que ce soit, ça a toujours accompagné l'homme. Cela dit, moi qui vis en étranger, pourquoi j'ai parlé des identités? Moi qui vis en étranger, je parle à mes élèves des identités plurielles. Je parle à mes élèves de s'ouvrir sur le monde, de partager le monde. Je parle à mes élèves dans un pays qui accueille chaque année 25 000 réfugiés de guerre. C'est-à-dire où, avec toutes les imperfections du Canada, de notre pays, il y a un minimum d'altérité, il y a un minimum de pensée, pendant que tous ces pays du monde musulman accueillent 0 réfugiés. Donc, ma pensée par rapport à ça émane de là. Premier point. Deuxième point. Je pose toujours la question, est-ce que moi qui vis à l'étranger, j'ai la légitimité de parler au nom de quelqu'un qui travaille dans une entreprise comme Sonatrach, qui a 5 enfants, 15 enfants à nourrir? Est-ce que j'ai la légitimité de parler à sa place, moi qui suis en Occident? Est-ce que j'ai la légitimité? La question ne se pose pas de la même façon à lui ou à moi. Parce qu'on connaît tous notre État. On connaît son monopole de la violence tout court, j'ai dit tout à l'heure. On connaît de quoi est capable. Peut-être pas tout l'État. Parfois, c'est des exactions individuelles. Parce que moi, je ne crois pas à l'idée selon laquelle c'est noir ou blanc. C'est pas vrai. Il y a toujours des choses qui se font de positives et de négatives. Donc, je dis que je suis pour l'idée indépendantiste, par exemple.
elle doit être nourrie par la culture, pas uniquement par le politique, par la culture. L'idée indépendantiste, par exemple, des Québécois. Les Québécois ont nourri l'idée indépendantiste depuis plusieurs décennies. Depuis plusieurs décennies. Une mémoire qui est travaillée tous les jours. Aujourd'hui, ils ont le statut de nation à part entière. Nous sommes une nation à part entière. Mais moi, le rifin, il me pose problème. Le chleu, il me pose problème. Je me reconnais dans une Afrique du Nord avec ce drapeau. Ça ne veut pas dire que je renie le drapeau kabyle. Pour moi, le drapeau, il ne veut rien dire. Le drapeau. Mon grand-père a été assassiné pour une idée. Ce n'est pas le drapeau. Le drapeau, ça, c'est de l'idéologie. Au Canada, chaque ville, tu vas voir des drapeaux qui descendent de haut en bas. Drapeau du Canada, drapeau de l'Ontario, drapeau du Québec, drapeau de Montréal, drapeau de la localité. Ça a été sacralisé uniquement dans des tyrannies. Autrement, c'est le drapeau qui nous lie réellement. Il y a quelque chose de plus grand qui nous lie. Et l'idée indépendantiste doit se faire, je discute avec des amis, doit se faire dans l'altérité. Je ne rejette aucunement le biscriode ou le ceci. Il doit être assise sur l'idée selon laquelle que nous nous développerons mieux, nous sauvegarderons mieux notre culture, nos identités, si on va dans l'acceptation de l'autre, pour que l'idée indépendantiste grandisse. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu un petit peu à ta question, mais de ma position, moi je suis pour la non-frontière. Je suis utopiste, je crois à l'éducation. Ce n'est pas de la faute de je ne sais qui, de quel wilaya, s'il est comme ça. On ne choisit pas d'être ce que nous sommes. Quant à une autre question, par exemple, la question de la langue, il n'y a pas que la langue qui nous définit. Il y a un tas de choses qui nous définissent. La langue, la culture, l'appartenance commune, tout nous définit. Et donc, quand on parle de la langue, eh bien, la kabylie, c'est un terme subjectif, c'est un concept. La kabylie, qu'est-ce que c'est que la kabylie? C'est-à-dire, si on pousse la chose plus loin, qu'est-ce que c'est que la kabylie? J'ai eu à vérifier ce concept, et j'ai trouvé que la kabylie s'arrête à peu près à Sichi. Vous pouvez le vérifier. On ne considère presque pas comme des Kabyles. Je me suis dit, d'où est née cette histoire-là? Je me considère kabyle, mais aussi humain, etc., etc. Ai-je répondu un petit peu à ta question? Je suis pas mal. Allez. Je suis pour un État autonome qui serait dans un État fédéral qui s'appellerait l'Algérie, où on aurait la liberté, par exemple, comme au Canada, par exemple. Comme au Québec. Oui, comme au Canada. Quand tu veux, le Québec, il te délivre, par exemple, le CSQ. Le Canada, il te délivre le visa. Moi, la coureuse des vents, personne ne peut m'enlever le Sahara algérien. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, il fait partie de moi aussi, ce désert. Je suis aussi bien Touareg que Annabi, etc. Même si les appellations, pour moi, ils ne veulent rien dire. Donc, c'est ma quête, c'est la quête à laquelle j'ai abouti. Et je pense que nous sommes dans un débat que j'espère qui nous grandira. Parce qu'il y a aussi le danger de reproduire des idéologies meurtrières qui, de par le passé, musellent la parole et la pensée au nom d'une vérité. Nous avons la Kabylie, l'Algérie nous appartient à tous. Et donc, le débat est ouvert. Mon ami Abdelrahman.